RRB, 17h-19h, le Tout Info. Émission spéciale, effectivement, pas de club politique exceptionnellement sur Radio Rythme Bleu cette semaine, mais une émission spéciale pour revenir sur le récent comité des signataires qui s'est tenu à Paris. Elisabeth Noir, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'être en direct depuis Paris. Non seulement nous allons revenir avec vous sur ce comité des signataires, son ambiance, ses décisions, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer d'une certaine façon l'histoire de ces comités, parce que je rappelle que vous les avez tous suivis et qu'à ce titre-là, vous en êtes l'une des mémoires. Alors Elisabeth, est-ce que vous les avez comptés d'abord, ces comités des signataires auxquels vous avez assisté? C'est facile. Celui qui vient de se réunir à Paris, c'était le 17e. Donc 17 comités des signataires. Ce qu'on peut rappeler, c'est que le tout premier, s'est réuni en 2000 et il s'est réuni en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Il y a eu un autre comité des signataires qui s'est réuni en Nouvelle-Calédonie en 2003, mais c'était cette fois-ci à Koné. Et tous les autres, les 15 autres, se sont réunis à Paris, comme le dernier, là, celui qui vient de se réunir ce mardi. Alors Elisabeth, on parle de comité des signataires. Avant, on parlait de comité de suivi des accords de Matignon. Comment s'est faite cette évolution ? En fait, ça s'est fait avec les accords eux-mêmes, avec une volonté de changer, d'adapter, peut-être de moderniser d'ailleurs. On parlait du comité de suivi des accords de Matignon et il se réunissait peut-être pas tous les ans, mais enfin il suivait le processus de l'accord de Matignon. Et au moment de l'accord de Nouméa, il a été décidé de passer à un comité des signataires qui à l'origine devait réunir les signataires de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire qu'ils étaient 10. Et puis ça a évolué avec le temps, progressivement, en fonction de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie ou des divisions qui sont apparues. Il a fallu adapter ce comité des signataires. À l'origine, il y avait 3 délégations. C'était les 3 signataires, l'État, le RPCR et le FLNKS. On est monté jusqu'à 7 délégations en fonction des divisions du camp indépendantiste ou non indépendantiste. Cette fois-ci, on était à 5 délégations. Donc voilà pour cette évolution du comité des signataires qui s'est par ailleurs ouvert effectivement au-delà des signataires aux responsables des institutions. Ça s'est fait à partir de 2005 pour intégrer les responsables de partis qui n'avaient pas de signataires mais qui devaient quand même participer à ces réunions. Et puis alors cette fois-ci c'était l'innovation. Les maires ont été officiellement invités. C'est la première fois que les maires sont invités en tant que tels à participer à un comité des signataires. Et on a, voilà, donc, globalement, sont membres de droit, vous le savez, les signataires de l'accord aujourd'hui, les responsables des institutions, des représentants de chaque groupe politique représenté au Congrès, et puis donc maintenant, les associations de maires qui sont officiellement invitées. Alors, évolution de la composition de ce comité des signataires. En revanche, est-ce qu'on peut dire, Elisabeth, que le rituel, l'organisation est un peu toujours le même ? C'est à peu près toujours le même, avec quelques petites nuances, quelques petits changements dans le temps. Au tout début, les premiers comités des signataires, ils se réunissaient rue Oudinot, au ministère des Outre-mer. Depuis 2007 maintenant, ils se réunissent directement à Matignon, en fait à l'hôtel de Cassidy, qui est rue de Babylone à Paris, qui est juste derrière la rue de Varennes, où est le bureau du Premier ministre. Et donc c'est un hôtel qui est relié à l'hôtel Matignon par un jardin. Donc depuis 2007, ils se réunissent à l'hôtel de Matignon, alors qu'avant c'était effectivement rue Oudinot. Que vous dire dans les habitudes, il y a eu pendant un moment le Sénat coutumier venait faire un geste au début du comité des signataires. C'est une habitude qui a été perdue depuis 2 ou 3 comités des signataires. Ensuite, il y a eu des réunions où il y a eu des invitations à l'Élysée directement. C'est Nicolas Sarkozy notamment qui avait reçu toutes les délégations pour un discours, une déclaration face à elle. À l'Élysée directement. François Hollande l'a fait lui aussi une fois. Depuis, la tradition là aussi semble s'être perdue. L'an dernier, Emmanuel Macron a reçu, mais à huis clos, les délégations. Et cette année, il n'y avait pas de déplacement à l'Élysée. Ça reste toujours un événement un peu rare, de toute façon, dans l'histoire des comités des signataires. En revanche, depuis 2000, et c'est une tradition, depuis ces 17 comités des signataires, le Premier ministre en place a toujours été présent, hein. Absolument, et ça c'est vraiment une marque du dossier calédonien. C'est le Premier ministre qui gère ce dossier. Et donc effectivement, tous les premiers ministres qui se sont succédés depuis 2000, maintenant depuis l'an 2000, ont présidé ces comités des signataires. Et ce sont eux vraiment qui viennent physiquement, c'est eux en tout cas qui ouvrent les travaux. Et après, en fonction de la tonalité des débats, en fonction de l'importance des sujets, en fonction aussi de leur emploi du temps, ils y restent plus ou moins longtemps, mais en général, enfin,
ils l'ouvrent, en tout cas, ils ouvrent le comité des signataires, et ceux également qui viennent le clôturer à la fin, et qui parfois rencontrent la presse pour faire une déclaration et donner les conclusions essentielles de ce comité des signataires. Entre les deux, il y a bien sûr les ministres des Outre-mer successifs qui président les travaux, et puis de très nombreux conseillers, membres de cabinets ministériels, assistent également à ces comités des signataires pour représenter l'État. Alors Elisabeth, on ne va pas faire un jeu, mais je rappelle que vous avez suivi tous ces comités des signataires. Je vais pas vous demander une liste exhaustive de ce qui s'y est passé parce que ce serait trop long et trop compliqué. En revanche, quand même, oui, ce serait long, oui. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui vous ont marqué, qui ont peut-être été plus déterminants que les autres? Il y en a dans lesquels l'ambiance était plus tendue. Je vous disais tout à l'heure que les compositions de ces comités signataires ont évolué en fonction de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est sûr que certains, dans les années 2005-2006, où il y avait eu des bouleversements politiques en Nouvelle-Calédonie, quand les délégations se retrouvaient à Paris, même loin de Nouméa, les tensions étaient toujours visibles, étaient toujours existantes. Surtout que dans ces années-là, dans ces comités signataires, l'un des sujets essentiels, c'était déjà le corps électoral, mais en l'occurrence, il s'agissait du gel du corps électoral provincial. Cela suscitait, vous vous en doutez, vous vous en rappelez, de très vives divisions au sein des délégations. Donc c'était des comités des signataires qui étaient extrêmement marquants et un peu tendus dans la mesure où les enjeux étaient très lourds. On peut ensuite retenir peut-être celui de 2010, celui dans lequel Nicolas Sarkozy a reçu les délégations à l'Élysée et qui a été peut-être l'un des plus qui a pris le plus de décisions. Notamment, c'est lui qui avait lancé la préparation de la sortie de l'accord de Nouméa avec la création de 3 groupes de travail spécifiques pour dresser le bilan de l'accord et pour se pencher notamment sur le schéma métallurgique et minier de la Nouvelle-Calédonie, où on sentait que c'était un comité des signataires très politique qui voulait faire avancer les choses. Ensuite, eh bien peut-être, pas celui-ci, mais peut-être le précédent, le 16e comité des signataires qui s'est réuni en novembre dernier, où il s'agissait de travailler sur le corps électoral pour la sortie de l'accord, et où là, à l'issue des travaux, on a eu l'impression qu'il y avait eu une réelle avancée et un véritable compromis, un véritable accord entre les différentes délégations. Alors malgré le fait que lors de ce dernier comité des signataires, la question qui sera posée à la consultation du 4 novembre ait été présentée, vous le situeriez comment sur une échelle d'importance sur l'ensemble des comités des signataires? Là c'est difficile. On va peut-être penser que il est important quand même, notamment parce que c'est le dernier ou l'avant-dernier avant l'accord de Nouméa, avant la sortie de l'accord de Nouméa. Donc par le fait même, pour cette raison-là, il est important parce que il place un peu, il donne un peu une idée du climat politique, des enjeux à la veille de la sortie de l'accord. Donc c'est certainement pour cela un comité des signataires que je pense assez important. Les positions de l'État au fil des ans, au fil de ces comités de signataires, Elisabeth, est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce que se sont affirmées plus ou moins? Est-ce qu'on a senti que l'État prenait les choses en main à un moment donné dans l'histoire de ces comités? Ça dépend, je crois que ça dépend en fait des premiers ministres et ça dépend aussi un peu des ministres des Outre-mer, même si encore une fois c'est vraiment le premier ministre qui pilote le comité des signataires. Mais disons que le fait que je vous le disais, depuis 2007, ils se réunissent, le comité des signataires se réunissent à Matignon, je crois que c'est un signe effectivement de la volonté des chefs de gouvernement successifs de prendre vraiment les choses en main et de s'en occuper très directement. Elisabeth, alors on va revenir dans un instant sur ce 17e comité, mais avant cela peut-être parler aussi du travail des journalistes, parce que voilà, vous nous faites des comptes rendus réguliers, vous nous dites quelles sont les conclusions, vous êtes présente toute la journée, vous les journalistes calédoniens à ce comité des signataires. Comment ça se passe? Est-ce que il y a un jeu entre les journalistes qui attendent à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que c'est à huis clos? Est-ce que c'est très fermé? Comment vous travaillez et comment vous arrivez à avoir les informations? Alors effectivement, c'est à huis clos. Et alors là aussi, il y a eu des évolutions au fil du temps. Quand le comité des signataires était rue Oudinot, on était pas mal installés, mais confinés dans une salle en bas, alors que le comité des signataires se tenait à l'étage. Et c'était assez compliqué de savoir ce qui s'y passait. On avait très peu de contact avec les participants. Depuis que c'est à Matignon, il y a eu des évolutions au tout début. J'ai des souvenirs épouvantables, n'exagérons rien, mais quand même, le comité des signataires de février où il faisait moins 2 degrés et où on était dans la cour de Matignon toute la journée à attendre que les délégations
sortent du comité des signataires. C'était un petit peu difficile depuis, ils s'en sont aperçus, semble-t-il, à Matignon. Et maintenant, nous avons une salle de presse dans laquelle nous pouvons attendre que le travail se déroule. Alors ensuite, on attend les pauses cigarettes, on va dire, pendant lesquelles les participants sortent et on essaie de leur extorquer quelques mots. En général, ils ne disent pas grand-chose puisque les travaux doivent se poursuivre à huis clos et en toute confidentialité. Depuis quelques années, il y a des échanges de SMS, je ne vais pas vous mentir, entre certains membres du comité des signataires et les journalistes. Mais évidemment, chacun a conscience qu'il ne faut pas faire sortir avant la conclusion, avant les décisions, un certain nombre d'éléments. Donc on essaie de suivre tant bien que mal en attendant la sortie, la publication du relevé de conclusion. Et puis ça se termine maintenant de façon tout à fait rituelle par la déclaration du Premier ministre entouré des chefs de délégation. Il y a des années où c'était une vraie conférence de presse, c'est-à-dire qu'on pouvait échanger et poser des questions au Premier ministre. Édouard Philippe, pour la deuxième fois, se contente, mais c'est vrai que les comités des signataires qu'il a présidés se sont terminés extrêmement tard. Édouard Philippe fait une déclaration entouré des chefs de délégation et puis ensuite il s'en va et il nous reste à demander leur avis aux participants calédoniens à ce comité des signataires. Alors on sait que le dossier calédonien est complexe, qu'il nécessite de bien le connaître. Est-ce qu'il y a des journalistes métropolitains aussi qui s'intéressent à cette actualité calédonienne à Paris et qui en saisissent les nuances et les subtilités? Il y a de plus en plus, Jean-François, à la fois de plus en plus de journalistes et puis ils en saisissent de plus en plus les subtilités. Au tout début, on n'était que des journalistes calédoniens ou un ou deux spécialistes de la presse nationale qui passaient à la conclusion voir ce qui se passait, alors que plus on s'approche de l'échéance de la sortie de l'accord de Nouméa, plus on sent que la presse métropolitaine, la presse nationale est intéressée par le sujet. Pour les deux derniers comités signataires, celui de novembre et celui-ci, on a attendu toute la journée, encore une fois, donc 15 heures, avec l'ensemble des journalistes métropolitains, quand même, qui donc étaient intéressés et voulaient savoir comment les choses allaient se terminer. On était au total une quarantaine de journalistes, donc c'est quand même pas mal. Et puis les grands titres étaient représentés évidemment. Et on sent également, oui, que les journalistes métropolitains maintenant maîtrisent beaucoup mieux le sujet. Plusieurs d'entre eux, de toute façon, avaient accompagné le Premier ministre Édouard Philippe en décembre dernier dans son voyage en Nouvelle-Calédonie. D'autres s'apprêtent à suivre Emmanuel Macron le mois prochain en Nouvelle-Calédonie. Mais on sent qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une bien meilleure connaissance du dossier calédonien que cela n'a pu être le cas précédemment. Un mot encore, Elisabeth, sur l'histoire, et puis après on va revenir avec vous quand même sur le contenu de ce 17e comité des signataires. Aujourd'hui, les signataires, certains ont disparu, d'autres sont encore en vie. Est-ce que ça a modifié les choses et les équilibres peut-être dans la tenue des débats? C'est vrai que la notion de signataire, à un moment, était extrêmement importante. Elle a été un peu balayée, oubliée au profit plutôt de chefs de parti ou de responsables d'institutions. On a l'impression que maintenant qu'on se rapproche de la sortie de l'accord et qu'on arrive au terme de ces 20 ans, la notion de signataire reprend une certaine légitimité et un certain poids. Il faut rappeler tout de même qu'il y a encore 8 signataires qui sont en activité, dirons-nous, et 7 en tout cas qui étaient présents, qui ont été présents à tous ces comités. On peut essayer de donner leur nom de mémoire, vous compléterez si j'en oublie. Pas sûr, donc, mais je vais essayer. Donc il y a Pierre Frogier, Bernard Deladrière, Harold Martin, Simon Louécotte, chez les non-indépendantistes qui ont participé à tous les comités des signataires qui étaient là cette fois-ci encore. Jean Lec, lui, est resté à Paris, vous le savez, mais il est à Nouméa, mais il est signataire également pour les non-indépendantistes de l'accord de Nouméa. Et puis chez les indépendantistes, eh bien, on retrouve Paul Néaoutine, Rocco Mitan, Victor Toutugoro, qui aussi ont participé à tous ces comités des signataires et qui étaient là cette fois-ci encore. On rappelle que depuis la signature de l'accord en mai 98, Jacques Lafleur et Charles Pidgeot, sont les deux signataires qui sont décédés donc depuis la signature de l'accord. Mais vous voyez, et Jean-Marie Tjibaou. Mais ils sont d'activité.
Jean-Baptiste Tjibaou n'avait pas signé l'accord de Nouméa. Voilà. Alors, Nouméa, puisqu'il est décédé en 89. Elisabeth, on va revenir donc sur ce 17e comité des signataires qui s'était tenu donc ce mardi à Paris. Il y avait bien sûr le travail autour de la question qui serait posée au référendum du 4 novembre prochain. Vous avez dit, on a su que le Premier ministre était arrivé avec 7 propositions différentes. Est-ce que ces propositions ont été rendues publiques ou finalement est-ce que c'est simplement la version finale qui a été présentée? C'est la version finale uniquement qui a été présentée, mais on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des petites indiscrétions que l'on essaie de collecter quand on attend une journée. Et donc, la liste des 7 questions, elle n'est pas fondamentale. Je vais vous en donner quelques exemples, vous allez voir comment on imagine qu'ils ont pu travailler. Donc, cette liste à filtrer, elle est absolument pas officielle, et puis c'est vraiment un document d'étape, mais qui liste effectivement les 7 questions que le Premier ministre a proposées après avoir consulté les différentes délégations, avoir pris acte du fait que certains ne voulaient pas que la question porte seulement sur l'accession à la pleine souveraineté. C'était notamment le Rassemblement et les Républicains calédoniens. Les indépendantistes, quant à eux, voulaient que ce soit sur la pleine souveraineté, mais qu'il n'y ait pas le mot indépendance. Certains voulaient que ce soit une question alternative, comme on dit, c'est-à-dire que les Calédoniens auraient pu répondre à 2 propositions différentes, du style « je veux que la Calédonie reste dans la France » ou « je veux que la Calédonie accède à l'indépendance ». Et puis il y a ceux qui voulaient une question oui ou non. Donc le Premier ministre a consulté, il a rencontré les différents chefs de délégation, et à l'issue, il a donc publié une petite feuille sur laquelle il y a 7 questions. C'est là-dessus que le débat s'est finalisé, donc l'une des questions a été choisie. Je vous donne les exemples. La première question, c'était « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté, oui ou non ?» La deuxième question, c'était « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté ?» avec une réponse « oui, je veux que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante ». Non, je ne veux pas que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. La troisième proposition formulée par Édouard Philippe, c'était « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté, c'est-à-dire qu'elle exerce ses compétences régaliennes, accède à un statut international de pleine responsabilité et que la citoyenneté calédonienne devienne une nationalité ?» Question à laquelle il fallait répondre « oui » ou « non ». On en arrive à la quatrième, c'est celle qui a été finalement l'objet d'un compromis. La quatrième, c'est donc « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Et la réponse sera donc binaire, oui ou non. Il y en avait 3 autres qui avaient été préparées. La cinquième, « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne un État souverain et indépendant ?» Et on pouvait répondre par oui ou par non. La sixième, « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne un État pleinement souverain ?» Et il fallait répondre par oui ou par non. Et enfin, la 7e, c'est la plus longue. Alors celle-là, je sais pas, je crois qu'elle a été écartée. C'était carrément un petit résumé de l'accord de Nouméa. L'accord signé à Nouméa le 5 mai 98 prévoit l'organisation d'une consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, c'est-à-dire d'un référendum d'autodétermination. L'accession à la pleine souveraineté implique l'exercice des compétences régaliennes par la Nouvelle-Calédonie, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté calédonienne en une nationalité nouvelle. Dans ce cadre, 2 points. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne un État souverain? Et il fallait répondre par oui ou par non. Voilà, vous avez les 7 propositions, et c'est donc la 4e qui a été conservée. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Ça satisfait complètement personne, mais ça ne mécontente non plus personne. C'est le propre d'un compromis, et c'est donc la question qui a été sélectionnée et choisie. C'est un mot important que vous avez évoqué, Elisabeth. Il s'agit bien d'un compromis et pas d'un consensus. C'est un petit peu différent sur le choix de cette question. Absolument, mais ça fait partie des modes de décision qui sont privilégiés en Nouvelle-Calédonie, vous le savez, mais donc c'est bien le compromis, c'est bien le mot qui a été utilisé par le Premier ministre et par les différents participants. Encore une fois, ça ne correspond pas aux souhaits que les différentes délégations avaient, puisque chacune avait sa proposition de question. Donc c'est une autre question, mais sur laquelle tout le monde peut s'entendre. Les partisans du maintien dans la France avaient notamment un souci, c'était que il leur semblait que le terme de pleine souveraineté pouvait être mal compris, mal interprété, qu'il n'était pas clair pour les Calédoniens. Donc ils tenaient absolument à ce qu'il y ait une précision. Elle est rajoutée avec devienne indépendante, ce qui fait comprendre que la pleine souveraineté c'est l'indépendance. Les indépendantistes de leur côté tenaient à accéder à la pleine souveraineté, donc c'est effectivement dans l'IBA de la question. Ils ne voulaient pas du mot indépendance, mais le mot indépendance y figure tout de même. Donc voilà, c'est vraiment un compromis. Ça a l'avantage de la clarté, puisque chacun sait, les indépendantistes vont appeler à voter oui, les non-indépendantistes vont appeler à voter non, donc les choses sont quand même relativement claires. Petite précision tout de même, la question doit encore être soumise au Conseil d'État.
avant que le gouvernement ne prenne le décret et que la question soit effectivement définitivement arrêtée. Mais puisqu'on évoquait l'histoire tout à l'heure, Elisabeth, voilà, ce débat autour de la question sera un peu dans l'histoire des comités des signataires, ne serait-ce que par sa durée. Il aura fallu 7 heures pour trouver ce compromis. Ah, c'est l'un des comités, oui, c'est le comité des signataires le plus long qui se soit réuni. Ordinairement, ces dernières années, ça se terminait à Paris vers 18h, 19h, 20h, c'était déjà très long. Les 2 derniers ont été exceptionnels puisque celui de novembre dernier sur le corps électoral de sortie pour trouver un accord s'est terminé à 00h30 à Paris, alors qu'il avait commencé à 9h du matin. Et là, cette fois-ci, on se pose la question, et bien le record a donc été battu puisqu'il s'est terminé à 1h30 du matin à Paris. Donc ça fait effectivement de très très longues discussions. Mais c'est comme ça aussi, sans doute, qu'on arrive à un compromis, voire à un consensus. C'est au bout de la discussion, au bout du dialogue, c'est un peu le principe du palabre, quoi. Alors si la question proposée pour le 4 novembre semble maintenant compréhensible pour tous, il reste plus difficile de comprendre l'évolution du G10. Je sais, Elisabeth, qu'on n'appelle plus le G10, mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui et quelle est la stratégie de l'État sur ce groupe de travail? Alors en fait, ce qui s'est passé, vous le savez, ce groupe de travail, il avait été créé, proposé par Édouard Philippe, par le Premier ministre, lors de sa venue en décembre en Nouvelle-Calédonie. Il l'avait dit dans son discours, tout le monde l'avait découvert à ce moment-là. Il proposait, selon une méthode éprouvée, de réunir une dizaine de responsables politiques pour discuter. Il proposait un dialogue resserré et il proposait 4 thèmes de discussion qui étaient le bilan de l'accord de Nouméa, le transfert des compétences, la place de la Calédonie dans le monde et la charte des valeurs. Ce groupe de travail s'est donc mis en place, c'est les indépendantistes qui l'ont appelé le G10 parce qu'il y avait 10 participants et qu'ils aiment bien ce genre de facéties. Son vrai nom, c'était le groupe sur le chemin de l'avenir. Et donc, il y a eu assez vite des interrogations, notamment de la part du sénateur Pierre Frogier, sur l'objectif de ce dialogue, où il expliquait que s'il s'était agi de préparer un nouvel accord, un groupe de dialogue indépendantiste, non indépendantiste avait du sens, mais dans la mesure où on se dirigeait vers un référendum binaire, ça ne servait plus à rien de discuter à ce stade des choses. Et son inquiétude, c'était également que ce groupe serve en fait à préparer des solutions alternatives après le référendum. Mais notamment, sa crainte, c'est qu'il prépare un type d'indépendance association. Donc, Pierre Frogier avait claqué la porte dans un premier temps, en tout cas, avait dit dans un premier temps qu'il ne souhaitait pas participer à ce type d'instance. Et ensuite, il y a eu l'épisode de l'exposé des motifs pour la fixation de la date. Je vous ai donné les thèmes sur lesquels devait travailler ce groupe de travail. On ne sait pas pour quelle raison, il a décidé de se saisir lui-même de la date, alors que c'était pas dans son attribution, et non seulement de la date, mais du fameux exposé des motifs dont on a eu l'occasion de beaucoup parler. Un exposé des motifs qui ne faisait pas l'unanimité, qui pour le coup ne faisait pas consensus et n'était pas le fruit d'un compromis. Et c'est à ce moment-là que Thierry Santa du Rassemblement est parti, lui aussi, de ce groupe de travail, ainsi que Sonia Mekes des Républicains calédoniens. Ça crée un problème puisque le dialogue était donc complètement déséquilibré entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Le Premier ministre qui avait mis en place ce groupe de travail avait souhaité que tout le monde revienne autour de la table. Et avant le comité des signataires, c'était l'un des points de tension. Ceux qui y siégeaient reprochaient à ceux qui n'y siégeaient pas d'avoir rompu le dialogue. Et ceux qui avaient décidé de quitter le groupe de travail reprochaient à ceux qui y étaient de ne pas respecter le sens du compromis et la recherche du consensus et de la collégialité. Alors c'est notamment Pierre Frogier qui s'est beaucoup battu depuis le début de l'accord de Nouméa. C'est l'une de ses obsessions. L'accord de Nouméa, dit-il, est le fruit d'un compromis. Il doit être basé sur le consensus et sur la collégialité, dans la mesure où le camp majoritaire a renoncé à faire exercer son droit à la majorité. On le voit avec le partage des provinces, etc. Donc Pierre Frogier demande inlassablement qu'on revienne à la collégialité et au sens du consensus. Et donc, c'est finalement ce qui a été décidé à l'issue de ce groupe de travail. Vous avez peut-être vu le communiqué de l'hôtel Matignon. Le Premier ministre précise donc que pour permettre la reprise du dialogue politique indispensable à l'approche de la consultation, il a proposé des évolutions dans le mode de fonctionnement du groupe, régi par la collégialité et le consensus. Et l'ensemble des participants a agréé ces évolutions. Voilà, donc c'est plus une méthode de travail qui est renouvelée. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec l'exposé des motifs sur la date, sur la fixation de la date, ça ne pourra plus se reproduire.
plus aucun texte ne pourra sortir sans avoir eu l'aval de l'ensemble des participants, et ça pourra peut-être permettre d'avoir un dialogue effectivement plus efficace. L'autre évolution, l'autre modification, c'est que c'est le Premier ministre lui-même qui préside ce groupe. Il l'a présidé hier à Paris pour le remettre en place, et donc il a désigné François Séners qui le représentera à l'occasion des prochaines réunions. François Séners qui sera en Nouvelle-Calédonie dans la semaine du 23 avril pour tenir une réunion de ce groupe sur le chemin de l'avenir. Et François Séners, qui, vous le savez, un conseiller d'État, grand spécialiste de l'outre-mer, et qui a notamment été le directeur de cabinet du président du Sénat, Gérard Larcher. Alors Elisabeth, même si ces comités, on l'a dit, privilégient la recherche du consensus ou du compromis, est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir, et est-ce que ça a été le cas aussi dans ce comité des signataires, des gagnants et des perdants? Est-ce qu'il y a des gens qui obtiennent plus de choses que d'autres finalement? C'est toujours difficile à dire, puisqu'en général, à l'issue de ces comités des signataires, l'objectif, et les Calédoniens, souvent, ça les étonne ou ça les irrite. Souvent, les délégations arrivent divisées à Paris, et au ressort du comité des signataires, tout le monde est content et tout le monde est réuni. Donc, on va pas dire qu'il y a des gagnants et des perdants. On sait ce que chacun avait, on sait quels étaient les souhaits des uns et des autres, ce que voulait chacun en arrivant à ce comité des signataires. On sait ce qui a été obtenu quand on lit le relevé de conclusion. C'est pas des gagnants et des perdants, mais disons que certains ont réussi à obtenir un certain nombre de choses qu'ils avaient demandées, mais que on peut penser que globalement l'accord est général et qu'un consensus s'est fait, à la fois un compromis sur la question, vous le disiez, un compromis, ou en tout cas un consensus sur le mode de fonctionnement du groupe de travail sur le chemin de l'avenir, ce qui permet à tout le monde de revenir autour de la table. Donc sur ce point, tout le monde est gagnant, et c'était quand même les points essentiels de ce comité des signataires. Le reste étant beaucoup plus organisationnel, étant toutes les modalités pratiques d'organisation du référendum. Évoquer également, vous le savez, la sécurité, mais tout le monde l'a demandé, tout le monde a souhaité que la sécurité soit effectivement examinée pour qu'elle soit assurée avant, pendant et après le référendum. Donc vous voyez globalement, disons, une satisfaction générale, et on va dire que tout le monde est gagnant et que c'est un peu le but de genre de réunion. Alors Elisabeth, quelques questions encore. Oui, allez-y. Même si certains bien sûr viendront après, mais c'est un peu la règle du jeu politique et vous la connaissez. Chacun va peut-être venir essayer de revendiquer et de dire que c'est lui qui a gagné. Mais globalement, disons que chacun a pu faire valoir ses souhaits. Alors Elisabeth, quelques questions encore, et puis après on vous laissera votre journée parisienne qui débute. D'abord, on parle beaucoup d'une méthode Édouard Philippe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'on sait qu'en la matière, la référence reste Michel Rocard, bien évidemment. Alors on sait aussi qu'Édouard Philippe est effectivement un rocardien, mais on sait aussi que la plupart que de nombreux premiers ministres se sont référés à Michel Rocard effectivement et à l'image de Michel Rocard. On dirait peut-être que la différence, c'est que Michel Rocard avait su mettre ensemble les Calédoniens pour impulser le dialogue et pour leur dire vous vous débrouillez, vous trouvez une solution. L'État est là pour vous mettre autour de la table et vous obliger à vous entendre. La méthode menée par Édouard Philippe est à mon sens un peu différente. C'est-à-dire que lui, il prend les choses en main, quoi. Lui, c'est lui qui mène la discussion, c'est lui qui décide, c'est lui qui participe aux travaux. C'est ce qui a un peu étonné tous les participants. C'est la deuxième fois qu'il fait les choses de cette manière. C'est-à-dire que c'est un véritable acteur de ces comités des signataires. Il va pas faire autre chose. Il prend pas. Il se concentre sur la question. Il fait des propositions. Il anime le débat. Et c'est vrai que c'est un peu nouveau. Mais pour l'instant, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aux Calédoniens. Et c'est vrai que ça a été efficace en novembre dernier. Ça a été efficace cette fois-ci pour la formulation de la question. Donc, la méthode de Édouard Philippe, pour l'instant, semble satisfaire tout à fait les différents participants au comité des signataires. Puis vous voyez, vous savez l'emploi du temps qu'il avait à Paris et les événements graves auxquels il était confronté. Ça ne l'a pas empêché d'être là très largement la première journée et puis de revenir le lendemain pour présider la première réunion du groupe sur le chemin de l'avenir. Donc c'est une véritable implication du Premier ministre et pour la sortie de l'accord de Nouméa, c'est peut-être effectivement ce qu'il fallait à ce moment-là. Alors Elisabeth, pour terminer, un tout petit peu de prospective. Je sais que c'est jamais simple, mais voilà, on va faire appel à votre science politique et à votre connaissance du dossier calédonien. Le 17e comité des signataires est clos. La consultation référendaire a lieu le 4 novembre. Est-ce qu'il va y avoir un 18e comité des signataires? C'est la grande question. Ça se murmure ici, très franchement, ça se murmurait pendant
pendant le 17e comité. Beaucoup de gens semblent penser qu'il en faudra un de plus pour bien verrouiller les choses, pour que tout soit vraiment prêt, qu'on situerait au mois de juillet ou août. Mais pour l'instant, il y a aucune confirmation. Ça n'a pas été annoncé, mais c'est l'une effectivement des informations qui circulent. De toute façon, le prochain événement, et là aussi, ils en ont déjà, les membres du comité signataire en parlent déjà beaucoup et en attendent, ne savent pas ce qu'il faut en attendre. Le prochain événement, c'est évidemment la visite du président de la République, Emmanuel Macron. A priori, les dates semblent fixées. Il devrait venir les 4 et 5 mai en Nouvelle-Calédonie. 4 et 5 mai, il y aura évidemment toute une phase de commémoration, puisque vous le savez que sur ces 2 jours, on célèbre énormément de choses. Le 4 mai, c'est l'opération Victor et la fin de la prise d'otage d'Ouvéa en 88. Le 4 mai, c'est en 89 l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene. Et puis le 5 mai 98, il y aura tout juste 20 ans, la signature de l'accord de Nouméa. Et donc c'est dans ce contexte que va venir le président de la République. On ne sait pas ce qu'il va dire à cette occasion. Tout le monde semble penser que le président de la République peut pas venir 6 mois avant le référendum sans rien annoncer de particulier. Donc il y a beaucoup de questions aujourd'hui autour de ce voyage présidentiel et sur la manière dont il va se passer et ce que Emmanuel Macron souhaite dire ou annoncer aux Calédoniens à cette occasion. En attendant, la question, même si elle doit être encore validée par le Conseil d'État, est choisie, la date est fixée. Qu'est-ce qui va se passer entre cette visite d'Emmanuel Macron et le référendum? A priori, une campagne électorale classique? Voilà, une campagne qui a été, dont les grandes lignes ont été déjà jetées lors de ce comité des signataires. Alors il va y avoir, il en parle beaucoup, le document de l'État. L'État va être présent dans cette campagne et notamment il veut faire de la pédagogie. Donc il doit publier des documents sur lesquels, pour expliquer aux Calédoniens quels sont les enjeux, quels seraient les enjeux de leur choix. Il y aura également bien sûr la campagne faite par chacun des partis politiques. On ne sait pas encore comment ça va s'organiser, s'il va y avoir des campagnes communes, si le FLNK, tous les partis du FLNK vont faire campagne ensemble. Est-ce que les non-indépendantistes vont arriver à faire campagne ensemble ou est-ce que chacun fera campagne de son côté? Ça, on ne le sait pas encore. Il va falloir régler également la campagne audiovisuelle, le temps de parole de chacun. Il a été décidé d'ores et déjà que indépendantistes et non-indépendantistes auraient exactement le même temps de parole. Et puis il y aura également les travaux qui vont se poursuivre, donc ces réunions du groupe de travail sur l'avenir, avec, c'est ce qu'on évoque pour l'instant, une contribution des publications auxquelles les Calédoniens pourraient contribuer, c'est-à-dire que des textes seraient publiés sur Internet, sur un site dédié, et les Calédoniens pourraient éventuellement apporter leurs propositions, leurs réflexions, leurs commentaires sur ces réflexions qui seraient menées par les participants au groupe de travail. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place et qui vont s'organiser d'ici le référendum, sans oublier bien sûr tous les documents pour les procurations, puisqu'elles seront spécifiques pour ce scrutin, sur les bureaux décentralisés, puisque les habitants des îles qui veulent voter à Nouméa et non pas dans les îles, devront le faire savoir assez vite. Bon, il y a un certain nombre de choses très pratiques qui vont devoir se mettre en place d'ici le référendum. Une toute dernière question, Elisabeth. Donc, référendum le 4 novembre. Il reste encore quelques inconnus, c'est-à-dire qu'après le 4 novembre, et quel que soit d'ailleurs le résultat de la consultation, on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Est-ce que ce sont des choses qui commencent à être envisagées? Non. Et c'est bien l'un des problèmes. Alors si, on va dire que le groupe de travail sur le chemin de l'avenir, ça va maintenant être un petit peu sa vocation quand même, de savoir ce qui va se passer le 5 novembre. Vous savez que la plupart des observateurs savent et reconnaissent et admettent que le non à l'indépendance va l'emporter et que donc finalement le 5 novembre il n'y aura pas de changement considérable. Ce qu'il faut regarder bien sûr c'est l'ampleur du score, savoir comment les choses se sont passées, en tirer les conclusions. Et puis ce groupe sur l'avenir doit travailler notamment sur un socle de valeurs. Le premier qui avait été écrit n'a pas été validé. On estime que seules les 7 personnes qui ont travaillé en ont la responsabilité. Donc il est question que le groupe de travaille à nouveau sur ce socle de valeurs. Mais on sait toujours pas évidemment ce qui se passera au lendemain du référendum, c'est-à-dire le 5 novembre. Ça devrait pas être
un bouleversement toutefois, mais il va falloir organiser les choses progressivement. Merci beaucoup Elisabeth, on aura évidemment l'occasion de reparler de tout cela. Merci d'être venue avec nous et pour nous sur cette histoire, cette évolution, ce contenu et l'esprit de ces comités des signataires. Elisabeth, vous restez encore quelques jours à Paris pour quelques réunions et ensuite vous goûterez quelques jours de repos bien mérités. On vous souhaite de bonnes vacances alors. Eh bien, merci Jean-François et puis bon courage à vous. Merci bien, Elisabeth Noir, qui était en direct de Paris pour cette émission spéciale à l'occasion du 17e comité des signataires. Merci beaucoup, Elisabeth. Et puis, bien écoutez, dans un petit instant maintenant sur Radio Rythme Bleu, il sera 17h45. On retrouvera le journal Info Soir avec Nicolas Legrand. En attendant, Bruno, un peu de musique. RRB, la pub.